Et Laura, allez. C'est 4 minutes. C'est un bon moment, je pense. C'est un bon moment. Je commence le pointeur. Le pointeur. Là, il faut aller en bas. En bas pour passer. On va passer à la présentation suivante. On va migrer vers la vallée de la Somme, donc plus près d'ici, sur la question de la gestion des niveaux d'eau dans les marais de la Somme, hein, une grande tourbière de vallée. Donc, pour présenter la vallée de la Somme dans un premier temps, on se trouve, je suis exposé, désolé, mais on se trouve sur une vallée qui est à proximité d'ici, hein, qui entaille le plateau Picard, qui est de la craie, et ce site est labellisé zone Ramsar, hein, tourbière et marais des vallées de la Somme et de l'Arbre. Donc, nous, on est ici, à côté de l'Arbre, qui est un affluent de la Somme. La Somme, la vallée de la Somme est divisée en plusieurs tronçons qui sont écologiquement assez différents. Donc la première partie, c'est la Haute-Somme. Je parle de la Haute-Somme, pas de la très Haute-Somme, qui est plus vers la source. Mais la Haute-Somme, qui est constituée plutôt de méandres assez encaissés dans le plateau crayeux Picard. C'est notamment le site des Cluyevaux, on va les mettre après-midi. La moyenne vallée de la Somme qui est beaucoup plus large, beaucoup plus droite aussi. Il n'y a pas ces méandres. Par contre, il y a des formations géologiques particulières qui sont les bourrelets tufeux saillants, qui ne sont pas vraiment des formations géologiques, mais on va voir après à quoi ça ressemble. Donc, c'est le site de Bellois qu'on visitera samedi matin. Et après, deux autres sites, donc la basse vallée de la Somme, qui est beaucoup plus influencée par les marais, qui est assez large, qui subit des dynamiques, qui a subi par le passé des dynamiques liées à la présence de la mer. Et l'Avre, qui est dans le prolongement de cette basse vallée, moyenne vallée de la Somme, qui est une vallée un peu plus sèche. Et on ira voir dans cette vallée de l'Avre le site de Boves en fin de journée. Donc, toute cette vallée de la Somme, elle est longée par un canal assez grand, bien canalisé, parfois bien droit. Et l'objectif de ce canal, c'est surtout la navigation. Et donc, il y a une régulation des niveaux d'eau de ce canal qui a des potentiels impacts avec les tourbières qui se trouvent immédiatement à côté. Donc, je vais commencer la présentation par le marais de Bellois-sur-Somme, marais communal de Bellois-sur-Somme, qui est une tourbière en fait. On peut le dire parce qu'il y a de la tour. On est en moyenne vallée de la Somme, le village de Bellois il est ici. On a un site, globalement, il y a beaucoup de végétation différente. Hein, déjà par satellite, on le voit, il y a quelques étangs. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'activités anthropiques sur ce site, notamment des activités de chasse avec certaines huttes qui sont à proximité des étangs. On a beaucoup de pâturage, notamment par des chevaux du Poney Club d'à côté sur ces parties-là qui sont assez ouvertes, et puis du pâturage aussi du conservatoire. On a aussi de chasse, pâturage, de la pêche, bien sûr, dans les étangs. Et on a aussi certains endroits peuplerés, voire d'anciens peuplerés. Donc les étangs, à l'origine, ils ont été creusés pour la tourbe et ensuite ils ont été surcreusés, continuer à être maintenus pour avoir de l'eau pour les activités de chasse et de pêche. Et ici, sur le bord sud qui va vers du coup le nord-ouest, le nord du site, on a le canal de la Somme. Il semble vraiment assez déconnecté du reste, bien qu'il y ait quelques connexions. On peut le voir ici sur cette présentation qui est basée sur un MP en fait. Et en fait, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'étangs, que ces étangs sont tous reliés par des fossés, ici au sud du site, on va appeler le contre-fossé. Un grand fossé ici qui draine toute cette partie
partie de cet étang. Et puis ici, on a un point de jonction entre tous ces fossés de drainage et le canal de la Somme. Sur cette partie-là, on peut observer le fameux bourrelet tufeux dont j'ai parlé avant. Alors, ce bourrelet tufeux, normalement, c'est l'ancien fond de la Somme sur lequel se sont déposés beaucoup d'alluvions et aussi eau à précipiter du carbonate de calcium qui s'est accumulé au fond de la Somme. Or, maintenant, il se retrouve en hauteur probablement à cause de la subsidence qu'il y a pu avoir de part et d'autre de ce bourrelet. Ce bourrelet est traversé par différents fossés, voilà, aussi par le canal de la Somme, ce qui fait qu'en fait, on a des niveaux d'eau qui sont à peu près similaires de part et d'autre de ce bourrelet, alors qu'on peut imaginer que par le passé, il faisait un peu office de barrage. Voilà. C'est un contexte assez anthropisé. Et pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce marais, on l'a équipé de plusieurs piézomètres, plusieurs millimètres. Et voilà, ils vont nous renseigner sur la dynamique des niveaux d'eau dans ces différentes pièces d'eau et aussi dans le canal de la Somme, qui est géré par le conseil départemental de la Somme. Mais j'ai pu intégrer les données de ce canal assez récemment pour essayer de voir la relation entre ces deux pièces d'eau. Donc alors justement, ce canal de la Somme, il est ici, il est beaucoup plus bas que les limimètres qui sont installés dans les différentes pièces d'eau du marais de Bellois-sur-Somme, ce qui montre qu'on a en fait une tendance à aller vers de l'eau des marais vers la Somme. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il est très peu fluctuant par rapport, c'est la même échelle pour les millimètres et les canaux de la Somme. Il est beaucoup moins fluctuant que les millimètres qui sont installés dans les marais. En effet, ils ont besoin de réguler pour la navigation, donc un niveau d'eau constant pour avoir assez de tirants d'eau, etc. Et pas de surverse non plus au-delà des chemins de lavage. Donc, cet effet de drainage, on voit clairement l'alternance haute eau, basse eau, avec une fluctuation assez forte et souvent insatisfaisante. On voit des sécheresses qui sont particulièrement marquées. Voilà. Et pour les piézomètres, on voit l'effet aussi de cette saisonnalité, notamment sur la partie sud du bourrelet. C'est le vert, le bleu et le rouge. Au sud du bourrelet de Cheveux, en aval du bourrelet de Cheveux, où on voit des fortes fluctuations d'eau dans les tourbes. Donc, en fait, ici, on vend en pointillé le niveau du sol et ici, le niveau d'eau. Et on voit que dans certaines années, la sécheresse de 2022 ou la sécheresse de 2023, le niveau d'eau était clairement pas satisfaisant pour la conservation des tourbes. Donc on est à 40 cm d'immersion, donc on peut imaginer les processus qui se mettent en place de dégradation. Au nord du Bourrelet, on est clairement pas sur des niveaux d'eau satisfaisants, bien qu'il y ait quelques petits pics qui permettent d'engorger complètement la tourbe. Mais voilà, c'est des événements ponctuels et surtout assez rares. Voilà, donc c'est le contexte géologique un peu dégradé de ce marais. Cela dit, il y a de la belle biodiversité que Laura va présenter. Ah, super. Bonjour à tous. Du coup, Laura Zerniak, chargée d'études au conservatoire, et du coup, je suis la référente sur la moyenne vallée de la Somme, donc qui comprend quand même une sacrée surface. Donc là, nous sommes actuellement, en fait, c'est un peu particulier pour ces sites, c'est que pour les sites de Bellois, il est inscrit dans un multisite, donc avec d'autres communes à côté. Ça représente à peu près 400 hectares de marais gérés par le conservatoire. Et donc, on est actuellement en train de réaliser l'évaluation des 10 dernières années et de revoir le plan de gestion. Donc, le site, que ce soit le Bellois ou alors dans l'entité globale du multisite, il y a quand même énormément d'espèces faunistiques et floristiques patrimoniales, avec énormément comme enjeu qui est relevé, c'est surtout l'avifaune paludicole, qui est quand même bien présente. Et on a aussi des espèces un peu plus typiques et assez exceptionnelles
pour chez nous, c'est la fougère à crête et le Liparis de Lozelle. Donc, le Liparis de Lozelle est notamment présent uniquement sur le marais de Bellois et du coup pas sur les autres sites de la vallée de la Somme. Alors du coup, bon là, c'est un peu... Pour l'instant, les objectifs ne sont pas encore définis comme on est en train de faire l'évaluation. Donc déjà, par rapport à ce qu'on connaît, parce que ça fait quand même des années qu'on est sur ces sites, et de ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est qu'on a quand même une grosse partie de toutes ces marées qui sont en tourbière, et où un des principaux objectifs qui sera dans le plan de gestion, c'est quand même restaurer un fonctionnement naturel des tourbières. Et ce qui en découle plutôt un aspect habitat, parce que c'est vrai qu'on des fois on a du mal et en se disant qu'on gère l'habitat, on arrive un peu à faire une truc qui descend, quoi. Et donc on a quand même des habitats plutôt de bas marais, avec là l'hydrocotylogensétum qui est quand même réparti sur toute la Maine-Vallée de la Somme. Et on a, en l'occurrence, sur le marais de Bellois, donc vous irez, un des tremblants qui est encore en très bon état de conservation, où il y a vraiment cet effet de tourbe présente, où le niveau d'eau est régulièrement affleurant et qui dépasse, donc il est quand même en très bon état enfin, qui est en bon état de conservation actuellement. Mais on a aussi comme objectif les roselières inondées. Donc en fait, c'était un peu compliqué. Enfin, on ne peut pas le classer que dans les tourbières parce qu'on a sur les sites aussi la présence de ces roselières sur des milieux un peu plus minéralisés et où du coup il n'y a plus de tourbes. Mais ce qui reste quand même un des objectifs phares sur ces sites. Donc là, j'essaie de faire un schéma pour plus comprendre les facteurs de pression qu'on a sur le site par rapport à ces objectifs. Et on a quand même un gros souci sur le drainage et l'assèchement des milieux qui impactent directement le fonctionnement naturel des tourbières, mais encore les roselières et aussi les bas-marais. On a aussi de l'eutrophisation qui est aussi bien présente, avec des enrichissements. On a également la présence, du coup, comme Adrien disait, où on est très présent, enfin, où il y a quand même un contexte socio-économique important sur le secteur, et où, du coup, la chasse est quand même un des facteurs un peu de pression par rapport aux activités. On a aussi la présence de pâturage, donc par les chevaux et aussi par des vaches sur le marais. Et la dynamique de végétation, donc là, j'entendais plus surtout les ligneux qui sont par moments difficiles à contenir et qui du coup impactent pour le coup plus directement les végétations. Donc là, en fait, ce qu'on va se poser la question au cours de la réalisation de ce plan de gestion et de ces définitions d'opération, c'est comment on va réussir à concilier tous les objectifs écologiques et également d'usage. Et là, c'était pour vous montrer que là, actuellement, on ne maîtrise pas encore l'exutoire du marais, qui se situe ici, mais qui, avec les travaux LIFE, vont peut-être pouvoir régler ce souci. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué au niveau de l'exutoire, car c'est vraiment à l'extrémité de notre parcelle en convention et qu'il faut réussir à travailler avec le voisinage qui est directement, notamment ce propriétaire qui est aussi propriétaire d'une partie de la berge où on doit intervenir. Et comme le disait Adrien, il y a il y a quand même pas mal de huttes sur le site et où c'est du coup ça fait des années et des années qui sont présents et où certaines activités posent question, surtout suite quand il y aura les travaux LIFE qui vont permettre de restaurer
les milieux et puis avoir des objectifs plutôt quand même écologiques, faut peut-être voir comment mieux gérer la chasse, notamment pour les histoires d'agrainage de gibier. Bon, il y a énormément de canards aussi, comme le disait Alban, on en a aussi chez nous. Et donc voilà. Et il y a aussi du coup une question d'un peu de pâturage où on se demandait comment limiter. Est-ce que là, on a vu cette année avec des niveaux d'eau importants où on a mis les vaches sur la partie grand marais, donc c'est plutôt ici où on a quand même où il y aura des travaux live et des objectifs tourbières, où on a vu quand même que l'impact du pâturage est non négligeable sur l'objectif du sol. À toi. Alors, bonjour à tous, Valentin Bromard, chargé d'études scientifiques au Conservatoire d'espaces naturels. Je suis notamment en charge du site des marais d'Éclusiveau, donc avec une petite carte ici des limites du site. Alors, ces marais communaux et départementaux, parce que les parties de propriété départementale, sont répartis sur une surface d'environ 160 hectares. On est en haute vallée de la Somme, donc entre Amiens et Corbie, comme l'a dit Adrien, sur des méandres en S, qui sont parmi les plus sinueux de l'ensemble de la vallée de la Somme. Une des particularités de ce marais, c'est que les parties terrestres en fait, de ce fond de vallée sont subdivisées en plus d'une centaine d'îlots qui sont en partie flottants. Je en parlerai juste ensuite. Comme l'a dit Adrien également, il y a eu la construction du canal qui a potentiellement impacté l'hydrologie du fond de vallée. Ce canal, vous le devinez ici, et il coupe même le méandre en deux, complètement. Enfin, ils ont chanté pour faciliter la circulation de la circulation fluviale. Autre particularité de ce marais, comme vous pouvez le voir ici, il y a une cartographie LIDAR et on voit bien des variations de topographie qui vont du rouge le plus élevé vers le bleu qui est un petit peu, enfin, qui est plus bas. Et on voit bien quatre successions, quatre frontières, entre guillemets, qui en fait sont des chaussées-barrages successives qui ont été construites probablement notamment pour mettre en place des moulins à eau ou encore ça a été utilisé également pour la pêche à l'anguille. Vous pourrez voir sur le site d'Éclusiveau qu'il y a une anguillière notamment. Le niveau d'eau du canal, il est régulé successivement par diverses écluses successives. Il y en a 3 ici, on les devine. Hein. Bon, là, c'est un petit peu petit pour vous. Et il y a aussi, il faut préciser que le canal de la Somme est connecté plus en amont au canal du Nord. Et une partie de ce canal du Nord est même, en fait, le canal de la Somme canalisée. Alors, ce qu'on va regarder, c'est la fluctuation des niveaux d'eau du canal. On a eu une impression en fait, que la variation du niveau d'eau du canal est plus importante à mesure qu'on va en aval. C'est ce qui est représenté sur ce graphique ici. Mais on peut dire que cette fluctuation des eaux est relativement modeste. Hein. Elle va de 4 cm de fluctuation à peu près 12 cm à Capi, qui est le plus en aval. L'entrée du canal, comme je vous l'ai dit, il y a une jonction entre le canal du Nord et le canal de la Somme. Et pour aussi tamponner les variations du niveau d'eau du canal du Nord en particulier, il y a un déversoir en fait, des eaux du canal du Nord qui se déversent directement dans les tourbières de la Somme. Ces écluses, elles sont partiellement automatisées. Et du coup, on peut se poser la question de est-ce que cette régulation du niveau d'eau du canal, donc pour maintenir un tirant d'eau suffisant pour la circulation, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur nos marais tourbeux? Ici, on peut voir sur ce graphique donc, un piézomètre qui est installé entre 2 chaussées-barrages sur le site d'Éclusiveau, où on voit quand même une fluctuation relativement importante de l'ordre de 40 cm de fluctuation des niveaux d'eau. Et puis on voit bien en fait au début la sécheresse de 2022 avec une forte baisse des niveaux d'eau global. Et on peut se poser plusieurs questions relativement à ça, parce que là on est entre 2 chaussées-barrages. Chose qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y a des différences de variation des niveaux d'eau entre les différentes chaussées-barrages? Comment sont gérés ces chaussées-barrages? Alors il y a des dispositifs
automatiques, parce qu'il y a des seuils au niveau de chaque chaussée-barrage. Est-ce que ces seuils sont gérés de manière automatique ou manuelle? Alors, en fait, c'est un peu un mix des deux. Et c'est un peu ça le problème, entre guillemets, parce que ça pose des questions sur l'uniformité de la gestion des niveaux d'eau entre les différentes chaussées-barrages. Est-ce que une chaussée-barrage plus en amont n'envoie pas plus d'eau à son voisin, etc. Et une question qu'on peut se poser aussi, c'est quelles sont les cotes objectives pour le marais et pour le canal? Ça, voilà, c'est une vraie question. Est-ce que on est aussi, comment dire, est-ce qu'on a une cote vraiment objective pour chaque chaussée barrage qui est fixe, qui n'est pas fixe? Voilà, là, il y a quelques questions auxquelles on a besoin de répondre. Comme je vous l'ai dit, il y a plus d'une centaine d'îlots qui sont en partie flottants. En fait, ces îlots, ils sont entre guillemets artificiels parce que en fait, c'est les terres qui ont été divisées de manière artificielle. En fait, c'est des chenaux qui ont été creusés pour la circulation des usagers à travers le marais. Et en fait, les produits de ces curages, de ce creusement, ont été répartis en fait sur les pourtours des îlots. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'ils étaient en partie flottants. Parce qu'en fait, sur les bords de ces îlots, il y a des bourrelets de curage qui ont forcément, qui font que en fait, les bords de l'îlot ne flottent plus. Par contre, au centre de la majorité des îlots, et parfois sur les bords également, là où il n'y a pas de mélange de curage, et bien en fait, on est sur des systèmes tourbeux flottants, en fait, sur du tremblant tourbeux qui flotte, qui est reposé en fait qui repose sur des gythias, mais qui sont très peu compactés. Donc en fait, ils flottent, ils tremblent encore parfaitement. Plusieurs problématiques par rapport au creusement de ces différents chenaux. Tout d'abord, ils ont été creusés dans la tourbe. La tourbe a été mise sur la terre, donc c'est potentiellement dégradé, elle s'est dégradée. Il y a aussi une problématique de dilution des courants de la Somme, du cours d'eau au travers de ce marais. On peut voir ici en bleu en fait, ce qui serait un des objectifs de restauration des courants maîtres en fait, de ces marais tourbeux du cours de la Somme, soit du cours naturel de la Somme. Et pourquoi on veut restaurer ces courants maîtres? C'est pour justement limiter cette dilution des courants et réamorcer une dynamique sédimentaire suffisamment importante pour qu'elle redevienne tout simplement naturelle et ça pourrait permettre à certains habitats, notamment d'eau courante, de pouvoir se mettre en place, certaines végétations, je parle. Cette carte, c'est une carte qui a été produite dans le cadre du renouvellement du plan de gestion qui est tout récent. Vous avez en marron, jaune, un peu clair, les endroits qui auraient vocation à être comblés. Donc, justement, comme je disais, toujours pour limiter la dilution des courants. Parlons un petit peu faune-flore, habitat. De forts enjeux de conservation du patrimoine naturel sur l'ensemble de ce site. On peut parler de deux habitats en particulier, des habitats qui sont turfigènes, donc particulièrement intéressants dans le contexte de la vallée de la Somme. On peut parler du groupement Alnus glutinosa et Telipteris palustris et les roselières à fougères des marais du Telipterido fragmitetum. Voilà, parlons un petit peu faune, flore, pardon, d'abord. La fougère à crête, de nouveau, comme il y a à Bellois, on a une responsabilité particulière pour cette espèce parce que ces marais abritent une des populations probablement les plus importantes de France, en tout cas une des plus importantes des Hauts-de-France. Plusieurs espèces animales à enjeux particuliers, Dolomedes plantarius, vous avez une petite photo ici qui est VU Monde, et on peut citer également Vertigo angustior, un tout petit mollusque, qui est également VU Monde. Bon, là, vous avez les chèvres qui pâturent un des îlots qui a été restauré, notamment dans le cadre du LIFE anthropophène. Donc, plusieurs objectifs pour la restauration, pour la conservation et la restauration du patrimoine naturel. Eh bien, il y aurait la reprise de la dynamique de colonisation des bras morts par la végétation. Donc, ce dont on aurait besoin, c'est de mieux connaître, d'étudier les facteurs d'influence qui pourraient permettre aux végétations de recoloniser ces bras morts. Et donc, potentiellement, à terme, ce qu'on aimerait, voilà, c'est voir apparaître des tremblements tourbeux. Est-ce que la fougère des marais va coloniser ces bras morts? Aujourd'hui, elle n'en est pas forcément capable, parce qu'il y a du courant, et ces bras morts subissent les crues, des crues. Il y a une certaine érosion aussi de certains îlots qui peut poser problème pour la formation de ce type de radeau de végétation.
Comme on l'a dit, maintien d'habitat ouvert, type magnocarition ou hydrocotylogincétum, ici en l'occurrence plutôt aussi du Tetraedosphagnitetum. Il y a aussi des zones néturbeuses, que je vous ai dit, un groupement Anus glutinosa et Telecteris palustris, donc un objectif de libre évolution des boisements les plus évolués. Plusieurs facteurs de pression pour atteindre ces objectifs, comme on peut généraliser à l'échelle de tous les marais tourbeux, la qualité de l'eau, la quantité d'eau, et une particularité ici, la restauration des courants maîtres. Plusieurs contraintes pour atteindre l'atteinte de ces objectifs. Eh bien, on n'a pas forcément de maîtrise sur la trophie des eaux, ni sur la gestion des niveaux d'eau au global. Ce n'est pas nous qui avons défini les cotes des différentes chaussées barrages. On a un petit peu de manque de connaissances sur le fonctionnement hydrologique du marais. On ne sait pas s'il y a des différences significatives entre les cotes, les variations des niveaux d'eau entre les différentes chaussées barrages. Donc, ça revient à des niveaux d'eau qu'on ne maîtrise pas. Quelques pistes de réflexion pour alimenter un peu nos échanges à la suite. Tout d'abord, nous, ce qu'on aimerait faire pour améliorer les connaissances de ce marais, c'est installer un réseau de piézomètres par chaussée barrage, des mesures régulières de la qualité de l'eau, pour voir un petit peu ce que ça dit, niveau trophie, niveau impact des intrants, notamment sur le plateau agricole qui est juste à côté. Et puis, il y aurait un réel travail à mener de concertation directe avec l'ensemble des gestionnaires des niveaux d'eau, donc notamment au niveau des écluses, mais aussi sur les chaussées, au niveau des chaussées barrages. Parce qu'évidemment, là, on a eu une petite observation cette année où il y a eu beaucoup d'eau qui arrivait dans les tourbières de la Somme, parce que le déversoir a fonctionné à plein régime avec les niveaux d'eau qui ont été assez hauts ce printemps-ci. Voilà, et puis dernière étape, comme je le disais juste avant, une étude de la recolonisation des bras d'eau par la végétation. Est-ce qu'on retrouvera une turfuginèse active et quels sont les facteurs essentiels pour le processus? Eh bien ça, c'est parmi les retours d'expérience dont on aurait besoin pour savoir si vous avez des éléments de réponse à ce sujet-là. Et aussi, une des problématiques dont je ne vais pas parler, c'est que ces fameux bras secondaires, ils sont classés cours d'eau pour l'essentiel. Donc on a une certaine problématique à pouvoir éventuellement poser des seuils ou les boucher, parce qu'ils sont classés cours d'eau. Est-ce que vous avez déjà mené des projets d'une ampleur, parce qu'on a quand même quelques hectares de marais, il y a un certain nombre de chenaux, quelques éléments de réponse à apporter pour nous aider à réaliser ça. J'ai la parole là. Bonjour à tous, Raphaël Combel, chargé de mission Flore et Végétation au Conservatoire botanique national de Bailleul, référent anthropophone pour le Conservatoire botanique national de Bailleul. Je vais faire vite, parce qu'on me dit dans l'oreillette que it's time. Donc on va aller à l'essentiel, d'autant plus que Valentin vous a déjà un petit peu parlé d'habitat. Donc moi je vais vous parler d'habitat au sens phytosociologique du terme, et puis aussi au sens de la directive Habitat Faune Flore Natura 2000. Il y a deux choses qu'on souhaite aborder avec vous, notamment pour la suite de la session et les journées de terrain. On va pouvoir illustrer ces propos que je vais vous présenter. Sont les habitats turficoles de roselières et également les habitats de tourbières boisées alcalines. Alors, à ce sujet-là, pour ce qui est des roselières turficoles, je vais vous parler de magnocarition élatée, qui est composée notamment de plusieurs associations phytosociologiques avec leur nom barbare pour certains, comme le Pteridopalustris Phragmites australis, donc la roselière couverte des marais et Phragmite, le Latyropalustris Timacetum vulgaris, roselière à geste des marais, et également une roselière particulière qui est le Caricetum ripario acutiformis, qui a un nom pas très explicite, ce qui pourrait laisser présager une banane carissée, mais c'est un peu plus compliqué que ça, et qui héberge pas mal d'espèces à forts enjeux patrimoniaux, comme Phyum latifolium, comme Stellaria palustris, des choses comme ça qui sont plutôt remarquables en région Hauts-de-France et même dans le bassin parisien. Quoi qu'il en soit, donc vous avez illustré par quelques photos ces différents habitats sur les sites, sur des sites de France du moins, pardon. Quoi qu'il en soit, ces trois habitats phytosociologiques sont d'intérêt patrimonial en région de France. Ils sont tous les trois dans la dynamique des végétations de tourbières. Ils hébergent presque systématiquement des espèces à enjeu et même des espèces à forts enjeux de conservation, que ce soit à l'échelle régionale et parfois à l'échelle nationale. On peut citer Phyum latifolium, comme je vous l'ai dit, Ranunculus lingua, Ticellinum palustre, Lathyrus palustris, des choses comme ça.
C'est également des supports très importants pour la faune, notamment la faune paludicole et la bifaune. Donc à la fois pour le compartiment flore et faune, c'est vraiment des habitats d'espèces à enjeu. Et le fait est que c'est des habitats qui sont pas reconnus par la directive Habitat Faune Flore, donc ils ne sont pas d'intérêt communautaire. Et c'est quand même un frein majeur à leur gestion et leur restauration parfois sur les sites, alors qu'il y a quand même, comme on disait, des supports importants de biodiversité. Pardon, c'est la sur le mauvais sens. Donc voilà, pour ce qui était des réouvertures ficoles, rapidement, les tourbières boisées, on s'aperçoit dans les guides d'habitat qu'il y a un habitat qui est le 91 D0, habitat prioritaire, donc un HIC, qui traite des tourbières boisées acides, vous connaissez sans doute, notamment l'alliance du sphagnoalion en phytosociaux. Or, il se trouve que le pendant alcalin n'est pas traité. Et il se trouve que sur nos sites en région Hauts-de-France, et on le verra cette semaine, on a de nombreuses tourbières boisées alcalines, qui appartiennent plutôt à l'alliance de l'alliance glutinosée en phytosociaux, avec notamment ces trois assos-là ici, groupement Alnus Etelipteris valustris, Circioveraceae anetum glutinosé et Peucédano anetum. Donc, ils sont trois olmets, à fougère des marais, à cirque des marais ou à Peucédan, en contexte un petit peu différent, chacune avec des niveaux qui ne sont pas toujours les mêmes. Qu'importe, vous voyez les statuts de rareté de menace que j'avais mis également sur la slide précédente pour les réouvertures ficoles, sont souvent des statuts importants. Vous voyez le groupement Alnus Etelipteris qui est rare et vulnérable, le Circioveraceae peu commun, presque menacé, le Peucédano anetum qui est rare et vulnérable également. Donc vous voyez que c'est des végétations qui, encore une fois, sont d'intérêt patrimonial en région de France, qui sont malheureusement pas reconnues par la directive Habitat. Donc l'intérêt de ma présentation, c'était de souligner un petit peu ce manque dans la directive Habitat et le fait qu'on se retrouve parfois confronté, surtout les gestionnaires, à ces habitats qui sont des habitats intéressants, patrimoniaux, à enjeu, support d'espèces à enjeu en région, et pour autant qui ne sont pas reconnus et pour lesquels on a parfois des difficultés de gestion de ce fait. Je soulignerai quand même rapidement qu'il y a depuis 2020 en région de France, signé par le préfet, un arrêté préfectoral de protection des habitats naturels, donc APPHN, et que dans cet arrêté, on peut notamment voir la mention forêt marécageuse de feuillus ne se trouvant pas sur tourbacide. Donc ça nous plaît bien, ça correspond assez bien à nos habitats. Et donc cet arrêté vise les habitats d'intérêt communautaire et non d'intérêt communautaire à enjeux nationaux. Donc voilà. Là, je vous le fais très vite. C'était juste pour vous signaler qu'au Conservatoire botanique national de Bayeul, depuis quelques années, on travaille beaucoup sur les séries de végétation, les évolutions dynamiques des végétations en phytosociologie. Et on travaille depuis un an ou deux à l'évaluation des niveaux d'enjeu des habitats phytosociaux. Donc l'objectif, c'est d'évaluer les niveaux d'enjeu des 5 actions phytosociologiques, donc des associations, type groupement Alnus glutinosa et Etelipteris, c'est une association. Et on travaille également à l'évaluation des niveaux d'enjeu des cellules paysagères. Donc, les cellules paysagères, ça veut pas des unités de gestion homogènes d'au moins 5000 m², qui a été décidé, on va dire, assez arbitrairement, mais qui fonctionne pas mal sur le terrain, qui peut comment dire, être constitué de plusieurs associations. Donc voilà, c'est un travail qui n'est pas abouti, qui fonctionne pour partie. Je vous ai mis un extrait simplement du tableau, et c'est quelque chose dont on pourra discuter, parce que ça permet en gestion et en perspective d'évolution de discuter pas mal et de réfléchir à l'évolution des sites et à se projeter sur ce qu'on peut faire et ne pas faire et pourquoi, en fonction de quelle trajectoire dynamique notre site a pu prendre. Voilà, je vous ai mis un schéma là, un peu plus sympa, enfin plus qu'un schéma, c'est une photo sur laquelle j'ai schématisé quelques entités végétales. Donc c'est le méandre des Clusievaux, où on ira samedi pour les plus courageux d'entre vous qui restent jusqu'à la fin de la session. Et donc ça reprend les associations phyto dont je viens de vous parler, le groupement Alnus Etelipteris, donc qui est la tourbière boisée alcaline, son fourré arbustif à saule, qui est l'Anoglutinose salicetum cinerae, et puis les roselières turficoles, dont on a discuté, dont Valentin nous a parlé, comme quoi elles hébergeaient une importante population de fougères à crête, qui sont les roselières du Pteridopalustris Phagotetum australis. C'est pour rentrer un petit peu l'implication de cette végétation-là et commencer à aborder la notion de série dynamique et d'évolution spontanée des végétations à contexte d'engorgement et de trophie constante. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on pourra discuter sur le terrain, mais le message qu'on souhaitait vous faire passer,
c'est que nous avons des végétations donc, non d'intérêt communautaire qui sont les supports d'espèces à enjeu national. Et on en parlera sur le terrain vis-à-vis de leur gestion et de nos marges de manœuvre, on va dire, à ce sujet-là. Et donc, pour le coup, ce petit îlot qu'on appelle îlot chèvre, parce qu'il était pâturé par des chèvres de longue date, fait à peu près 5,5 hectares et il y a en 2021 6005 touffes de Dryopteris cristata, qui est sur la liste rouge régionale. Et ce qui fait que cet îlot à lui seul, et pourtant il y a des centaines d'îlots en Haute-Saône qui ne sont pas tous prospectés finement, représente une des populations, c'est la population la plus importante de la crête de Haute-France, c'est une certitude, et probablement l'une des plus importantes de France, à discuter avec des collègues de Franche-Comté et des Ardennes, notamment, où il y a des populations, mais il faut probable que ce soit un hotspot au moins pour le nord de la France. Voilà. Merci à tous. Ouais, vas-y. Merci pour cette présentation. Du coup, on a dépassé un petit peu, le temps d'échange va être réduit, mais comme d'habitude, on se propose de le faire sur site. Donc, est-ce que déjà vous avez des réactions sur la présentation des différents sites? Oui, Margot. Micro obligatoire. Du coup, Margot Missard de Patrinat, merci à tous pour la présentation. Moi, j'avais une petite remarque et en fait, ça concerne la dernière question ouverte de la slide par rapport à cette présentation. Mais du coup, sur la justification de comment on peut restaurer des habitats en fait, qui ne sont pas d'intérêt communautaire, il y a peut-être un nouveau et récent levier qui va pouvoir être activé. C'est qu'en août, il y a eu le règlement européen sur la restauration de la nature qui a été adopté, qui cible des seuils quantifiés pour la restauration de surfaces dégradées d'habitats d'intérêt communautaire, mais qui aussi, alors ne fixe pas de seuil quantifié, mais qui prévoit aussi l'amélioration, la restauration des habitats d'espèces d'intérêt communautaire. Et du coup, en fait, on peut très bien imaginer justement que les roselières, c'est quand même un petit peu l'habitat phare en France, justement, en termes d'habitat d'espèces et de patrimonialité. On peut imaginer qu'on pourra mener des actions sur ces habitats à l'avenir. Et juste pour compléter, nous, dans notre life, on a restauré l'habitat d'espèces et ça ne posait aucun problème. Et pourquoi? Jérémy Lebrun, conservateur d'espace naturel de Normandie. Je vais me faire un peu le poil à gratter, on va dire. C'est des débats qu'on a déjà eu lors du montage du live, mais je trouve qu'elle a beau dos, la directive Habitat. Il se trouve, enfin en tout cas, on était dans ce contexte-là quand on a monté le projet, que c'est plus la transposition en fait, de la directive dans les cahiers d'habitat et dans les différents États membres qui fait que dans certains pays membres, les boisements marécageux peuvent être attachés aux 91 € et dans d'autres non. Et en l'occurrence, jusqu'à récemment, les Pteridophragmitetum ou la Tyrolysium equietum, si on lit les cahiers d'habitat, à un moment, on va dire, où la connaissance phytosociologique et l'esprit de la directive habitat étaient à peu près encore raccord, voilà, on pouvait les interpréter en tant que tels. Et c'est ce qui fonde en fait les périmètres de sites Natura 2000 en Hauts-de-France, c'est ce qui est à la base dans les documents d'objectifs, les objectifs de conservation qui ciblent ces milieux-là en tant qu'habitat d'intérêt communautaire. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, et c'est de là que venait aussi tous les questionnements qu'on a eu ensemble, c'est que l'amélioration des connaissances phytosociologiques et la tendance en France à vouloir se calquer plutôt sur une typologie phytosociologique que sur une typologie d'habitat comme celle de la directive, fait qu'on en arrive à finalement exclure des habitats qui étaient il y a encore quelques années éligibles à des contrats sur lesquels on pouvait intervenir via Natura. Et du coup, les idées, peut-être, ou des rêves qu'il y avait au départ du live, c'était aussi de faire avancer ces sujets-là. Je vois que vous n'avez pas repris un syntaxon forestier qui est pourtant repris dans le PVF2 et par d'autres CBN, qui est le Philippendulo almetum. Il se trouve que nos aulnaies tourbeuses, qui correspondent en partie à cet habitat-là,
dans les cahiers d'habitat sont rattachés du coup, à un habitat d'intérêt communautaire. Donc voilà, moi, à mon tour, je voulais juste partager, parce qu'on l'a partagé ensemble, cette problématique qui peut coincer dans certains cas, mais aussi soulever un peu l'idée qu'il y a peut-être aussi pas des difficultés qu'on se crée, mais en tout cas, voilà, un découplage presque entre d'un côté une approche phytosociologique et puis de l'autre celle de la directive, qui nous amène parfois dans des cas comme ça un peu complexes. Je pense même, je terminerai là-dessus, il y en a qui connaissent sans doute mieux que moi, on a les marais de Brière qui sont aussi bien pourvus en roselière du Pteridophragmitetum. Il me semble que dans le plan de gestion de la réserve naturelle de Brière, ils sont rattachés également en tant qu'habitat communautaire. Je pense que si on acte, c'est peut-être déjà le cas, du coup, vu les travaux en cours avec Patrinat et les CBN notamment, si on acte que ces habitats ne sont plus d'intérêt communautaire, je suis content que vous insistiez sur le problème que ça pose en fait. Parce que voilà, c'est un vrai sujet. J'espère qu'il trouvera une solution, quoi. Est-ce qu'il y aurait une remarque sur le contexte hydro aussi? Parce que là, on a beaucoup parlé d'habitat. Jérôme, peut-être, du coup? Jérôme Porterel du Seine-Savoie. Oui, ça me pose un certain nombre de questions et ce qui nous a été présenté en termes de données me pose un certain nombre de questions. Alors, je pense qu'il y a un petit travail à faire sur le traitement des données qui ont été collectées pour essayer de mettre en évidence des phénomènes et des processus, en discuter. Quand on parle d'une amplitude de nappe de 40 cm pour une tourbière, rien de choquant et rien n'indique une dégradation. Après, voilà, quand on parle d'une amplitude, après c'est bien une question de niveau de nappe les plus fréquents. Et donc là, il y a un petit travail sur les données qui peut être fait pour l'illustrer. Et puis, toujours la question du sol et de la tourbe et de l'état de cette tourbe, parce que, en fait, dans les présentations, on n'en sait pas grand-chose. Voilà, puisque si la dégradation des habitats, j'ai bien entendu, la dégradation de la tourbe, on ne sait pas trop, et son histoire aussi, puisqu'on est quand même dans des secteurs qui ont été largement exploités. Ça serait bien de documenter aussi cet aspect, je trouve. Peut-être qu'on n'a pas eu, voilà, c'est pas facile d'être dans la présentation, et il y a peut-être plein d'autres informations que vous avez, dont on reparlera peut-être longuement. Et sûrement qu'on reparlera sur le terrain en face d'une carotte toute fraîche de tourbe. Philippe Juff, donc deux petites remarques rapides. Une sur les projets de piézomètres. Vous avez surtout parlé d'installation de piézomètres d'amont en aval avec les différents secteurs. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi d'installer des piézomètres en largeur, justement pour séparer ce qui est alimenté par la nappe de la Craie en pied de vallée et ce qui est alimenté plutôt par le canal ou par les crues du fleuve, quoi. Donc il faut penser longitudinal, mais aussi il faut penser latéral quand on veut installer des piézomètres dans une vallée fluviale. Et en plus, comme l'hydrosystème fluvial est à 3 dimensions, il faudrait, en tout cas pour la partie qualitative, aller voir ce qui se passe en profondeur. Mais bon, on va passer là-dessus. Et puis d'autres remarques, juste une autre remarque rapide sur l'histoire des habitats. Il y a un truc que tu n'as pas mentionné, mais tu le sais, mais je pense que c'est utile de le dire, c'est que cette typologie phytosociaux et tout ça, elle rentre aussi dans le cadre de CARAB. Et donc, CARAB permet de cartographier et donc de spatialiser les unités dynamiques. En tout cas, c'est l'espoir. Et donc, ça veut dire que cette typologie précise, elle est très, très utile parce qu'on pourra la généraliser grâce au programme CARAB. Et donc, les résultats obtenus sur la patrimonialité, sur les modes de gestion et tout, ils pourront être étendus à l'échelle de la France entière, hein, quelque part. Oui, tout à fait. Merci Philippe pour cette précision. Et ça fait un peu écho à la slide que j'ai passée en coup de vent sur les évaluations des niveaux d'enjeu des végétations et des cellules paysagères. La cellule paysagère, c'est une unité minimale cartographiable dans CARAB, de 5000 m², qui correspond souvent à une unité de gestion, donc une parcelle agricole, de choses homogènes. Et donc, en effet, la cartographie sur CARAB
un outil majeur dans les prochaines années si tout le travail déroulé se passe bien et aboutit comme souhaité. Non, rapidement, c'est juste une piste de réflexion et d'étude. On a parlé des îlots. À l'époque, quand on avait fait des sondages, on avait régulièrement des histosols flottants, mais parfois très fibriques. Et tout à l'heure, quand vous avez évoqué la possibilité de restauration, on a parlé d'extension des tremblants, on va dire latérales. Je pense que ce serait intéressant d'étudier aussi l'accroissement vertical de l'histosol en lien avec les variations de niveau d'eau, et voir s'il y a, sans forcément étendre la surface des îlots, un potentiel à conserver le caractère curticole des îlots eux-mêmes. Je ne pense pas que ce soit très étudié aujourd'hui, mais ce serait une piste intéressante. Ouais, tu veux dire regarder la turfigénèse verticale au sein des îlots, la constitution de tours, l'accumulation de Notamment les roselières, produisent encore. Tout à fait, ouais. Une super piste. Merci. J'ai une dernière remarque un peu provocatrice sur le terrain, et qu'il me semble que tous les habitats qui nous ont été présentés là, on est dans des cas hyper anthropisés, de canalisation de la Somme, de création de digues, de chaussées. Donc tous ces habitats, ils sont issus visiblement de ces aménagements. Et on a parlé d'objectifs, de fonctionnalités naturelles. On fait péter le canal de la Somme, on remet en la Somme. C'est ça l'habitat naturel. Voilà. Alors, je ne veux pas que ce soit maintenu parce que vous avez subi les inondations et je sais que ça a été vraiment dramatique et ça a duré longtemps et je sais que du coup votre contexte est hyper compliqué. Mais voilà, on est de toute façon dans un système hyper anthropisé, donc c'est où est-ce qu'on met le curseur, d'où on part et où on veut aller. Parce que là, on ne parle plus de dynamique naturelle. Vous n'allez pas revenir au remédiant de la Somme, sinon ça va être la guerre civile chez vous. Mais voilà, à un moment, c'est une question de curseur, c'est d'où on part et où on veut aller. Je pense. Ça, c'est vraiment plus une question de fonctionnalité. Et là, on n'est plus là-dedans. On est sur de la micro-fonctionnalité par petites unités parce qu'il vous reste ça et c'est déjà très bien. Oui, on pourra peut-être en discuter un peu plus sur site du coup, vu que l'heure tourne et qu'il faudrait passer à la présentation suivante. Donc, Sarah, si tu peux venir. Un petit mot rapide.